Bonjour, alors la petite vidéo aujourd'hui, elle concerne l'étude de la chute libre d'un corps. Alors c'est pas nouveau, tout le monde sait que lorsqu'on lâche un objet, il va se mettre à tomber, il est attiré par la terre, il tombe verticalement en ligne droite. Ce que l'on sait moins, c'est que en fonction de la forme de l'objet, eh bien, la chute peut être différente. Alors si par exemple vous prenez comme présenté ici une feuille de papier lisse et la même feuille de papier, donc de même taille, de même masse, que vous allez plier et compacter sous forme d'une petite boulette et que vous les lâchez toutes les deux d'une hauteur fixe, ici par exemple d'1 mètre, eh bien on peut réaliser une petite observation. Alors ce que je vous propose, c'est de faire l'expérience et de noter les hypothèses, voir un petit peu ce qui se passe sur un cahier. Alors, comme vous l'avez sûrement vu sur l'expérience que vous venez de réaliser, donc la chute d'une feuille de papier va être différente en fonction de la forme de l'objet. On remarque effectivement que la boule, lorsqu'elle est toute froissée, toute pliée, lorsque le papier est tout froissé, tout plié et forme une boule, eh bien sa chute va se faire plus rapidement que si la feuille elle est lisse, si elle garde sa forme classique. Eh bien, tout simplement parce que les objets sur Terre, dans l'air, vont être soumis à une résistance. Et les premières théories qui ont été développées sur cette résistance des objets en chute ont été développées par Galilée dans les années 1500-1600. Et lui avait estimé que s'il n'y avait pas d'air, tous les objets tomberaient exactement de la même manière. Alors cette théorie, on peut la vérifier assez facilement à l'aide d'une expérience que nous ferons en classe, l'expérience du tube de Newton. Donc dans ce tube, on place différents objets et on les fait tomber dans soit de l'air, soit le vide, et on observe la chute des différents objets. Pourquoi est-ce qu'ils vont tomber de manière différente, ces objets? Eh bien, c'est parce qu'ils sont soumis à des frottements, à une force qui s'oppose à leur mouvement. Et cette force, elle va être fonction du milieu dans lequel l'objet va tomber. Donc si l'objet se déplace dans l'air ou dans l'eau, c'est différent. Vous savez bien que si vous essayez de courir dans l'air, ça va, mais dans l'eau, les mouvements sont beaucoup plus entravés. Et donc il y a une force de frottement qui est différente. Elle est fonction aussi de la forme de l'objet, de la plus grande surface qu'il pourrait exposer à ces forces de frottement, en particulier dans l'air. Alors pour la suite, nous on va s'intéresser à des objets dont les forces de frottement vont être négligeables dans l'air, ce qui va tout de même considérablement simplifier les calculs. Alors pour pouvoir étudier un objet qui va se déplacer en chute dans l'air, mais en l'absence de frottement, donc ce qu'on va appeler de la chute libre, donc on va négliger les frottements, eh bien on utilise des techniques d'imagerie qui nous permettent de filmer ou de photographier la position d'un objet en chute libre à différents instants. Donc ici par exemple une balle de tennis qui tombe au cours du temps, donc on voit la position au cours du temps, et ici vous avez la même chose, le même principe, mais sur une feuille, une photocopie, donc une balle dont la position ici, entre par exemple T3 et T4, bien, est toujours la même, entre T4 et T5, ou entre T5 et T6, il y a le même temps. Alors, ces positions, on peut les mesurer en fixant par exemple un référentiel, ici une latte ou un bâton d'une taille connue, ou ici on peut mesurer en centimètres directement et appliquer une échelle si on a l'échelle correspondante. On peut comme ça relever la position de la balle, de la bille, de l'objet au cours du temps. Alors lorsqu'on relève la position de l'objet au cours du temps, on peut obtenir un tableau tel que celui-ci. On a relevé par exemple ici toutes les 0,02 secondes la position en mètres d'un objet en chute libre, et on peut en calculer la vitesse. Alors comment va-t-on calculer la vitesse de cet objet qui tombe en chute libre? Eh bien, si je reprends rapidement la chronophotographie, eh bien, si on dit qu'entre deux instants, par exemple, je vais mettre en évidence cela, ici et là, il se passe le même temps qu'entre ces deux position-ci. Bien, on voit que
la distance entre ces deux positions est plus grande en dessous qu'au-dessus. Donc la bille va parcourir dans un même temps une distance différente. Et donc si la distance parcourue est plus grande pour un même temps, par exemple une seconde ou une demi-seconde, eh bien ça veut dire que la bille va aller de plus en plus vite. La bille parcourt une distance de plus en plus grande au cours du temps, donc sa vitesse varie constamment. On le voit très bien ici également. Donc si cette vitesse varie constamment, on ne peut pas définir une vitesse moyenne comme on a défini une vitesse moyenne dans le cas du MRU. Et donc il faut utiliser une petite astuce pour calculer une vitesse à différents instants, qu'on va appeler une vitesse instantanée. Alors il y a plusieurs manières de faire. Ici, ce que nous allons faire pour simplifier les calculs, c'est une méthode par encadrement, c'est-à-dire qu'on va choisir deux positions. Et sur ces deux positions, on va calculer une vitesse moyenne, donc la distance divisée par le temps. Ce qui va donner, par exemple, pour ici, eh bien, je vais regarder la position de l'instant suivant, 0,008, moins la position de l'instant précédent, celui que je veux observer, ici c'est 0, divisé par le temps pour les mêmes positions, donc 0,04 et 0. Et on fait ça pour chaque calcul de vitesse, ce qu'on appelle une méthode par encadrement. Vous voyez que pour la ligne numéro 2, je prends les informations relatives à la ligne numéro 3 et à la ligne numéro 1. Pour la ligne numéro 3, je prendrai les informations à la ligne numéro 4 et à la ligne numéro 2. On encadre et on crée un intervalle sur lequel on va calculer une vitesse moyenne, et cette vitesse moyenne sera plus ou moins égale à la vitesse instantanée sur l'intervalle. Alors, faisant tout ça, on a obtenu des vitesses moyennes pour chaque instant, et on peut les représenter en graphique. On va effacer les petites annotations. Voilà. Le premier graphique qui représente la position de l'objet en chute libre au cours du temps, et le second qui représente la vitesse de l'objet en chute libre au cours du temps. Alors, si on observe directement la courbe, on voit que celle-ci a une forme bien particulière, c'est ce qu'on appelle une parabole. Dans le cas du MRU, donc si la vitesse est constante, c'était une droite. Et pour le graphique vitesse en fonction du temps, et bien par rapport à ce qu'on avait observé, on voit bien que la vitesse varie constamment, mais elle ne varie pas n'importe comment, elle varie proportionnellement au temps. On a une relation proportionnelle, dont la pente, c'est comme pour le MRU, pour le MRUV, c'est l'accélération. Et on voit qu'ici, cette accélération est de l'ordre de 9,8 à peu près. Accélération égale 9,8 mètres par seconde au carré. C'est une accélération qui va être constante, elle est valable pour tous les objets en chute libre. Si on fait l'expérience avec un objet d'une masse plus grande ou plus petite, eh bien l'accélération aura exactement la même valeur, c'est une constante. C'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. Les objets tombant sur Terre à cause de la force de pesanteur, ils sont attirés vers le centre de la Terre. Si on met en équation ces deux relations que l'on observe sur le graphique, eh bien on a des équations qui ressemblent à celles que l'on a vues pour le MRUV. Si je reprends l'équation du MRUV pour la position, qui est celle-ci, la position c'est égal à la position de départ plus la vitesse de départ fois le temps plus l'accélération fois le temps carré sur 2, ça c'est l'équation d'un mouvement dont l'objet accélère par exemple ou décélère, avec la vitesse qui varie constamment. Si je fais passer la position de départ de l'autre côté, eh bien pour la chute, la position de départ et la position finale, c'est ce qu'on appelle une hauteur, puisque c'est vertical, h. La vitesse initiale, que vaut-elle? L'objet va être lâché. S'il est lâché, il est maintenu. Et puis, on le laisse tomber. Sa vitesse initiale est donc nulle. On supprime. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'accélération fois le temps au carré, ici.
Et on a vu que l'accélération était constante, elle avait une valeur constante de l'ordre de 9,8. Cette accélération va être représentée par petit g, qui est l'accélération de la gravité, et qui en théorie vaut 9,81 mètres par seconde carré chez nous, mais qui a des valeurs un peu différentes en fonction de l'endroit où on se trouve sur la Terre, puisque la Terre n'est pas une belle sphère, elle est un peu aplatie au nord, et donc au pôle, pardon, et donc ces valeurs varient en fonction de l'endroit où on se trouve, mais elles varient très peu. Donc la valeur que nous allons utiliser, nous, sera de 9,81 mètres par seconde carré. Pour la vitesse en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps pour le MRU, V, c'est la vitesse est égale à la vitesse de départ plus l'accélération fois le temps. La vitesse de départ ici, généralement, il n'y en a pas. Et l'accélération, c'est G, donc la vitesse égale G fois le temps. On peut comme ça, par exemple, calculer la vitesse d'impact après une chute de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres d'un objet. Si maintenant on lance l'objet verticalement vers le haut, cette fois-ci, se passe à peu près la même chose. L'objet va monter, il va s'élever, et puis il va retomber en chute libre. Donc on a une première phase où l'objet monte, et une deuxième phase où l'objet descend. Eh bien, cette phase de descente, on vient d'en parler, c'est la chute, puisque une fois qu'il est arrivé en haut, il s'arrête et revient sur ses pas, il revient vers le sol. La première phase du mouvement, c'est une phase de montée. On voit que la vitesse diminue, puisque je le lance avec une certaine vitesse et qu'il finit par s'arrêter. On a donc affaire à un MRUV. Et quelle va être l'accélération de ce MRUV? Eh bien, comme l'objet est soumis à la même force de pesanteur que l'objet en chute, son accélération va être la même, on l'appelle petit g. Dans ce cas-ci, comme c'est un freinage, l'objet va freiner, on met simplement moins devant. Donc la vitesse diminue, l'accélération est négative. Et puisque on a affaire ici à un mouvement qui est symétrique, aussi bien en montée qu'en descente, on va retrouver les mêmes informations. La vitesse ici de lancer, de départ, sera la même que la vitesse d'arrivée de chute. Donc on peut traiter ce problème de lancer vertical de la même manière qu'un mouvement de chute.